Pendant des millénaires, les plantes et les animaux, et donc les ressources génétiques dont ils sont composés, ont fait l'objet d'échanges entre les pays. Les produits étrangers associés à des connaissances traditionnelles entourant leurs propriétés ont enrichi les peuples et sociétés d'ailleurs. Pour que le commerce et les échanges de ressources génétiques perdurent et prospèrent, les partenaires doivent partager équitablement les avantages issus de leur utilisation et prévenir toute surexploitation de la diversité biologique. Dans les secteurs alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques par exemple, ces règles n'ont pas toujours été respectées. Les pays d'origine se sont plaints d'être victimes de ce qui a été appelé la biopiraterie, alors que les utilisateurs potentiels déploraient les opportunités manquées pour le développement de nouvelles substances médicamenteuses, de produits de soins ou d'aliments. Le protocole de Nagoya, adopté en octobre 2010, offre désormais à toutes les parties prenantes la possibilité de développer une coopération équitable. Il contient des dispositions sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles et sur le partage juste et équitable des avantages en découlant. Nous sommes très fiers du succès que nous avons obtenu ce soir comme couronnement d'un travail de plusieurs semaines. Nous sommes reconnaissants à toutes les parties pour l'esprit de compromis, pour l'engagement et pour la volonté d'aboutir. Et, Monsieur le Président, nous tenons surtout à vous remercier personnellement. Maintenant, c'est aux parties de mettre en pratique ces dispositions. Mais en quoi consiste exactement ce protocole ? Notre planète recèle des richesses et nous en sommes conscients. Les animaux, plantes et micro-organismes contiennent des milliards de ressources génétiques utiles. Un long chemin a été parcouru depuis le recours aux animaux, aux céréales et aux plantes, jusqu'à la découverte des premiers antibiotiques. Et bon nombre de ces ressources génétiques sont utilisées pour fabriquer des médicaments, des aliments, des produits cosmétiques ou d'autres produits importants. Mais une grande partie des richesses que la nature nous réserve n'a toujours pas été découverte. Prenons par exemple une plante cachée au fond de la forêt tropicale. Seuls les habitants locaux ont des connaissances sur l'utilisation de la plante, alors que sa composition génétique pourrait bénéficier à des millions de personnes à travers le monde. Pour le progrès de l'humanité, il est important de partager et de mettre à profit les ressources génétiques mondiales. C'est pour cela que nous avons besoin de règles convenues au niveau international en matière d'APA, accès et partage des avantages liés aux ressources génétiques. En 1992, à l'occasion du sommet de la Terre de Rio, 172 pays ont adopté la CDB, la Convention sur la diversité biologique, et établi les principes de base de l'APA. Mais que signifie pour les parties cet accord international ? Chaque pays détient des droits sur les animaux, les plantes et les ressources génétiques qui se trouvent sur son territoire. Quiconque venant d'un autre pays et voulant utiliser ces ressources est tenu de respecter ses droits de souveraineté. La manière d'accéder aux ressources génétiques est partager les avantages de façon juste et équitable entre ceux qui les utilisent et ceux qui les fournissent peut varier considérablement. 3 exemples africains de bioprospection, remontant à l'époque précédant l'adoption du protocole de Nagoya, soulignent les différents moyens d'y parvenir. Il s'agit du teff de l'Éthiopie, de la famille du millet, du hodia de l'Afrique du Sud et de l'arganier du Maroc. En Éthiopie, les paysans sèment et cultivent depuis 4000 ans une variété de millet appelée teff. Cette graine a une caractéristique particulière. Elle ne contient pas de gluten, substance à laquelle de nombreuses personnes sont allergiques. Cultiver en Éthiopie est une entreprise fastidieuse. L'exploitant doit préparer les semences sans l'aide d'aucune machine. Il n'a que ses bœufs pour labourer son champ et engranger sa récolte. Le teff est plus rentable que toutes les autres céréales. Je peux en cultiver 6 tonnes par an. Ma famille en a planté pour se nourrir et j'en vends. Tout le monde mange du teff ici. Ici, en Éthiopie, le teff est surtout utilisé pour préparer des miches de pain rond, des plats appelés injera.
qui sont l'un des principaux aliments de base du pays. Je ne pense pas qu'on pourrait survivre sans le teff. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Notre famille n'a jamais vraiment été malade. L'injera est comme un médicament pour nous. Parfois, je mange aussi de la nourriture occidentale. Mais j'ai besoin de manger de l'injera au moins une fois par jour. Je ne sais pas ce qu'en pensent les scientifiques, mais pour nous, c'est de la bonne nourriture. Certains l'associent à la course sur de longues distances parce qu'elle fournit du fer et d'autres substances. Depuis quelques années, les agriculteurs européens cultivent aussi le teff. 375 variétés éthiopiennes de teff ont ainsi été testées dans des laboratoires aux Pays-Bas. Les graines de teff ont été progressivement améliorées pour les adapter aux conditions climatiques européennes. Finalement, 3 variétés ont été semées avec succès et récoltées. Ces graines ont aussi servi à faire du pain en Europe et d'autres produits issus du teff ont été développés. Pour tous ceux qui ont une intolérance au gluten, cette graine améliorée est un immense soulagement. Au début, c'était vraiment difficile pour nous, surtout pour modifier notre alimentation, mais maintenant, nous nous sommes habitués. Nous n'avons plus du tout de farine normale à la maison. Nous n'avons que de la farine sans gluten, ça marche très bien, vraiment. Cette famille a fait de nécessité vertu et ouvert sa propre boutique d'aliments sans gluten. Le boulanger est également très content de son nouveau produit. Au départ, l'accord prévoyait que l'Éthiopie reçoive une part de toutes les ventes ainsi que des variétés de teff améliorées et une aide technique pour ses agriculteurs de la part de l'entreprise néerlandaise, seule distributrice de cette graine en Europe. Les Éthiopiens reçoivent 4 choses de notre part. D'abord 5% des profits, ensuite 10 € pour chaque hectare cultivé. Troisièmement, nous partageons nos découvertes scientifiques avec eux. Et enfin, nous voulons créer des emplois en Éthiopie demain parce que nous souhaitons exporter du teff depuis ce pays. Nous devons changer la façon dont nous fonctionnons parce que nous avons besoin de plus de nourriture et parce que la population augmente. S'ils introduisent de nouvelles technologies, peut-être pourront-ils nourrir ces 80 millions d'individus et pourquoi pas toute l'Afrique. Malheureusement, ce qui avait si bien commencé s'est depuis enlisé. Le gouvernement éthiopien a adopté une loi interdisant l'exportation de cette graine, tandis que l'entrepreneur européen interrompait son aide à l'Éthiopie et à ses agriculteurs en raison des difficultés économiques. En l'absence d'une base juridique adéquate, les tentatives de renouer les relations entre les anciens partenaires n'ont abouti à rien. Les San vivent dans le désert du Kalahari dans le sud de l'Afrique. Pour affronter la faim et rester en forme pendant leur longue partie de chasse, ils utilisent depuis des siècles du hodia, une plante qui ressemble à un cactus. Celle-ci pousse à l'état sauvage et peut être récoltée à la main et consommée crue. Les anciens nous disaient « Mangez ça et vous n'aurez pas faim. Vous ne recevez pas de nourriture, mais vous n'avez pas faim. » Il suffit d'enlever les épines et d'en manger pour ne plus avoir faim. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous avez soif. Des scientifiques sud-africains se sont penchés sur la plante pour déceler le secret de ses composantes coupe-faim. Ils sont parvenus à isoler l'agent P57 et ont déposé une demande de brevet en 1996. Avoir moins faim, voilà qui pourrait aider de nombreuses personnes obèses à perdre du poids.
Il existe un immense marché mondial pour les produits diététiques. Des multinationales actives dans les secteurs pharmaceutiques et alimentaires ont acquis la licence P57 et espèrent aujourd'hui voir leur vente atteindre des millions de dollars. Lorsque les SAN ont entendu parler de ce brevet et de la licence accordée par l'Institut de recherche sud-africain, ils ont exigé de recevoir une partie des éventuels bénéfices et demandé une récolte durable de leur Odia. Cependant, l'affaire a soulevé de nombreuses interrogations et controverses. Il m'est très difficile de signer cet accord pour de l'argent en échange de Odia ou de Koba. Je sais que mon peuple apparaît en première page, mais dans le document même, ce sont mes connaissances qui sont volées. Plusieurs options ont été abordées lors des ateliers. Cet événement fait partie d'un projet de recherche consacré au processus décisionnel et au partage des avantages. Il faut d'abord décider si vous voulez partager vos connaissances. Puis pour combien et ce que vous voulez en échange de vos connaissances. Enfin, si de l'argent provient du partage des avantages, il faut décider ce que vous allez en faire. Finalement, les SAN et l'Institut de recherche sud-africain sont arrivés à un accord. Si le brevet sur le Odia devait un jour donner naissance à un produit commercialisé, les SAN auraient droit à 6% des revenus engrangés au titre des accords de licence. Mais le brevet n'a pas été un franc succès et aucun produit n'a encore été développé. Pour l'instant, aucun partage significatif des avantages n'a profité aux SAN. Se prévalant de l'absence de règles internationales, de nombreux profiteurs utilisent d'obscurs ingrédients mettant à mal la bonne réputation du Odia. Au Maroc, les femmes berbères cueillent les fruits et les feuilles de l'arganier depuis le XIIIe siècle. Cet arbre local pousse dans le sud du pays et protège la région de l'avancée du désert. Afin de protéger les arbres existants, l'UNESCO a inscrit la région de l'arganier au patrimoine mondial de l'humanité. Les femmes marocaines utilisent l'huile extraite de ce fruit, semblable à une noix, à des fins médicinales et cosmétiques. Pour ce faire, elles continuent de collecter, sécher et traiter les noix selon la méthode traditionnelle. Mais récemment, elles ne l'ont plus fait seules, dans l'isolement de leur maison. Elles ont formé des coopératives leur permettant d'approvisionner le marché européen. Certains partenaires commerciaux européens se sont volontairement déclarés prêts à payer plus cher que le prix habituel du marché pour obtenir les produits issus de l'arganier et apporter un soutien social aux coopératives. C'est ainsi que la coopérative Alamal, par exemple, offre des cours d'alphabétisation à ses membres. Nous, femmes d'aujourd'hui, n'avons plus rien à voir avec celles des temps passés. Nous avons beaucoup appris grâce à la coopérative et nous sommes aussi allés à l'école. Nous sommes capables de communiquer avec tout le monde et de négocier. Il y a bien plus à gagner que de l'argent. C'est toute notre personnalité qui a changé. Les partenaires commerciaux bénéficient aussi de cette situation. Ils obtiennent des produits de grande qualité ayant été fabriqués selon des normes éthiques et peuvent les commercialiser en conséquence. Aujourd'hui, en plus de ces accords de commerce équitables, il est possible d'obtenir des produits encore plus précieux issus de l'huile d'argan et des feuilles de l'arganier en utilisant les ressources génétiques et les propriétés de cet arbre. Le contexte: Zoubida Charouf, chimiste à l'université de Rabat, a analysé l'huile d'argan et découvert des composantes précieuses. L'huile d'argan est très utilisée en médecine traditionnelle, notamment pour la peau et pour prévenir les maladies cardiovasculaires, pour les rhumatismes, etc. Donc il y a des choses qui ont été confirmées par les sciences exactes, comme par exemple c'est bien pour l'hydratation de la peau, c'est anti-rides et ça peut prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais cette huile n'a pas que des propriétés cosmétiques.
Nous avons évalué l'effet nutritionnel de l'huile d'argan. Alors jusqu'à présent, on n'a pas tout fait, mais il y a quelques résultats qui semblent être intéressants, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires. On a trouvé que l'huile d'argan est bénéfique. Pour ce qui concerne, il y a des études aussi, il y a quelque chose en médecine traditionnelle pour le cancer. Là, on n'a pas encore fait d'intervention nutritionnelle. On est encore au stade des tests sur les cellules. Donc sur les cellules, effectivement, il y a un effet antiprolifératif. Mais ça on ne peut pas dire tout de suite que c'est bénéfique ou pas, parce qu'il faut entreprendre vraiment d'autres études plus poussées. Plus de 40 brevets ont été déposés au niveau international en ce qui concerne l'arganier. Ni les femmes de la coopérative, ni le professeur Charouf ne savent ce sur quoi les recherches menées à l'étranger vont déboucher. Dans cet exemple aussi, des accords APA adéquatement négociés et encadrés par des règles internationales et les législations nationales auraient dû jouer un rôle essentiel pour clarifier comment le Maroc et les femmes de ces coopératives auraient pu bénéficier davantage des découvertes scientifiques et des gains financiers issus de l'arganier. Ces exemples sont la preuve de l'immense potentiel associé aux échanges équitables et montrent que les ressources génétiques peuvent être exploitées au bénéfice des utilisateurs et des fournisseurs. Toutefois, par le passé, l'existence d'exigences légales confuses applicables dans les pays fournisseurs, associées à la non-participation de tous les acteurs pertinents, tels les détenteurs des connaissances traditionnelles, et à l'absence de mécanismes de suivi et de mise en conformité dans les pays utilisateurs, ont débouché sur des situations injustes et insatisfaisantes. Il est donc devenu urgent d'adopter des règles reconnues au niveau international par tous pour remédier à ces défauts. L'APA expliqué simplement. En 2010, le protocole de Nagoya a précisé les principes de l'accès et du partage des avantages stipulés par la Convention sur la diversité biologique. Ces principes s'appliquent de manière juridiquement contraignante aux pays fournisseurs ainsi qu'aux pays utilisateurs de ressources génétiques. Une entreprise ou un chercheur étranger peut uniquement avoir accès à des ressources génétiques si le pays fournisseur a donné son accord. Cette disposition concerne également les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, car ces connaissances détenues par les communautés autochtones et locales jouent souvent un rôle important dans la découverte de nouvelles substances actives contenues dans des ressources génétiques. Conformément à la législation interne, le consentement préalable donné en connaissance de cause, CPCC, doit être obtenu auprès du pays fournisseur. La demande de CPCC doit préciser la nature et le but visé par les recherches et les utilisations prévues de la ressource génétique pour laquelle l'accès est accordé. Les CCCA, conditions convenues d'un commun accord, définissent alors plus précisément les avantages pour le fournisseur des ressources génétiques, ainsi que les autres questions contractuelles y afférentes. Ces avantages peuvent être monétaires, tels que le paiement de sommes forfaitaires ou d'une partie des profits réalisés, ou non monétaires, comme le transfert de connaissances, de technologies ou par le biais de formations. Ces règles concernent les utilisateurs commerciaux, mais elles s'appliquent également aux utilisateurs non commerciaux sur la base de dispositions particulières. Le concept repose sur l'idée de préserver notre diversité biologique en partageant de manière juste et équitable les avantages découlant de son utilisation. Tous les concepts évoqués jusqu'ici font partie intégrante du protocole de Nagoya qui entrera en vigueur lorsque 50 pays l'auront ratifié. Il a pour but de garantir un accès approprié aux ressources génétiques et le partage des avantages qui découlent de leur utilisation. Il vise à renforcer la certitude juridique pour toutes les parties impliquées dans l'utilisation des ressources génétiques. À cela s'ajoute un autre élément important qui vient compléter le protocole. Des points de contrôle officiels devront désormais être désignés dans les pays où sont utilisées des ressources génétiques. Tout au long des processus de recherche et de développement, ces points de contrôle contribueront à vérifier si le consentement préalable donné en connaissance de cause, CPCC, a été obtenu et si des conditions convenues d'un commun accord, CCCA, ont été établies. Les informations recueillies sont ensuite transmises aux autorités pertinentes et à une base de données spécifique, le centre d'échange sur l'APA. Elles peuvent ainsi être consultées par le pays qui a fourni les ressources. Cette procédure permet de suivre une ressource génétique du fournisseur à l'utilisateur, depuis l'innovation jusqu'à une éventuelle commercialisation, lorsque la ressource a quitté le pays fournisseur. Cela contribue à garantir un partage équitable des avantages si un produit à base de ressources génétiques est mis sur le marché.
Tous les pays ayant ratifié le protocole de Nagoya doivent maintenant traduire ces dispositions dans une législation nationale qui reflète les intérêts de l'ensemble des parties prenantes concernées. Que ce soit dans les pays fournisseurs ou utilisateurs, le temps est venu de s'y mettre. Les gouvernements doivent se fixer des objectifs pour concrétiser la législation sur l'APA dans leur pays, en coopération avec tous les groupes concernés, détenteurs de connaissances traditionnelles, scientifiques, entreprises et ONG luttant pour la préservation de la biodiversité ou un commerce équitable. Ils doivent également préciser les étapes à franchir sur cette voie. Le protocole de Nagoya est très clair. Il donne vraiment à chacun la possibilité de participer et de le mettre en œuvre. Il faut aussi se poser la question de savoir à quoi pourrait ressembler une mise en œuvre adéquate de ce protocole en Suisse. Est-ce que les mesures existantes sont suffisantes ou en faut-il des supplémentaires? Prenons par exemple les mesures destinées au contrôle d'une obtention légale des ressources génétiques utilisées en Suisse ou aux mesures destinées à vérifier si les avantages ont été partagés de manière juste et équitable. Qui contrôle quoi et qui est responsable de quoi? La situation qui a été citée par M. Mayenberg, c'est une entreprise suisse qui ne respecte pas une législation sud-africaine. Nous pensons qu'il existe un lien fort entre l'APA et les entreprises. Le secteur privé sera ou devrait être un acteur clé primordial dans ce processus. Notre vocation n'était pas de faire de l'argent, mais de créer un partenariat et un projet pilote qui engrange des bénéfices en échange de savoirs traditionnels. C'est ça ce qui est bien. Ici, en Suisse, un processus d'approbation est nécessaire. Nous avons tous la possibilité de donner notre avis. Évidemment, nous ne souhaitons que quelques points de contrôle. Nous voulons nous limiter à ce qui est vraiment nécessaire et rien de plus. C'est désormais une obligation pour le gouvernement. Si vous avez déjà endossé, signé, voire ratifié le protocole de Nagoya, vous êtes obligé de veiller à respecter et reconnaître les droits des communautés. Au continent africain, je voudrais dire qu'à nos yeux, l'heure est venue pour nous, en tant que région, de voir comment, de façon très coordonnée, nous pouvons garantir que chaque pays transpose dans sa législation les dispositions de ce protocole, de façon à ce qu'aucun pays ne soit bénéficiaire alors qu'un autre ne le serait pas. Les premiers gouvernements se sont lancés et ont signé le protocole. Conformément aux décisions de la CDB, l'objectif est que chaque pays établisse d'ici 2015 le cadre juridique nécessaire à la concrétisation de l'APA, et ce pour le bénéfice de la nature et des populations. Dans ce but, quelles questions importantes convient-il aujourd'hui de se poser? De quoi avons-nous besoin pour ratifier le protocole de Nagoya? Qui doit participer à la mise en œuvre du protocole APA dans votre pays? Quel ministère représentant de groupes d'intérêt, ONG, communautés locales? Quelle autorité sera chargée de piloter le processus, de rassembler les propositions et d'organiser l'autorité nationale, point focal? Comment l'accès aux ressources génétiques sera-t-il accordé? Comment les connaissances traditionnelles peuvent-elles être protégées et promues? Qui profitera du partage des avantages et quelle sorte de partage peut-on considérer comme durable? Comment encourager la transparence et l'efficacité des accords? Comment garantir que les processus nécessaires seront mis en place dans des délais raisonnables? À quoi doit ressembler un certificat APA? Quelles informations transmettre au centre d'échange APA? Quel type de normes juridiques devrait-on imposer pour le CCPP et le CCCA? Quelles sont les législations existantes qui doivent être adaptées et quel type de loi doit-on adopter pour créer le cadre juridique nécessaire? Ce n'est que quand ces questions auront été traitées et que les règles en matière d'APA prévues par le protocole de Nagoya auront été instaurées qu'il sera possible de partager et d'utiliser les ressources génétiques sur une base équitable. Une situation gagnant-gagnant-gagnant dont bénéficieront les utilisateurs, les fournisseurs et la nature.